Bonjour Evelyne. Alors aujourd'hui, on va crever une idée qui nous tient à cœur et qu'on a pas mal développée dans notre récent article. C'est cette idée qu'avec la montée de l'intelligence artificielle, les compétences humaines, les fameuses soft skills, deviennent paradoxalement plus importantes que jamais. D'ailleurs, la recherche récente, on pense à celle de la Harvard Business Review, publiée dans Nature début 2025, semble aller dans ce sens, non? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment la thèse centrale de notre article. Les jeux de société modernes, c'est bien plus que juste pour s'amuser. Nous, on les voit vraiment comme des outils puissants, des sortes de... Simulateur. Oui, pour développer ces compétences relationnelles, cognitives qui sont essentielles aujourd'hui, à tel point qu'on pourrait presque dire, comme on l'écrit, que les soft skills, c'est les nouveaux hard skills, quoi. J'aime beaucoup cette image de simulateur. Ça fait penser au concept de cercle magique du jeu, dont on parle aussi. Cet espace un peu protégé où on peut tester des choses, négocier, collaborer, et même se planter un peu sans que ça ait de vraies conséquences sur sa carrière. C'est presque un antidote, un antidote analogique à notre vie très numérique, non? Absolument. Et cet apprentissage par la conséquence directe dans le jeu, c'est souvent bien plus marquant, plus efficace qu'un cours théorique. C'est vraiment ça qu'on a voulu souligner. Alors si on explorait un peu comment certains jeux, ceux qu'on mentionne dans l'article, peuvent muscler des compétences précises. On commence par quoi peut-être? La collaboration, c'est un sujet qui revient tout le temps en entreprise. Dans l'article, on cite des jeux comme Pandémique, des jeux coopératifs où il faut faire équipe contre le jeu. Comment ça marche exactement? Comment ça force cette synergie, au-delà de juste dire «il faut travailler ensemble»? C'est la mécanique même du jeu qui l'impose, tu vois, dans Pandémique, ou même Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Si un joueur échoue, souvent tout le monde échoue. Et puis, les rôles différents, asymétriques, ça oblige à reconnaître la valeur de ce que l'autre apporte. C'est pas juste optionnel. The Crew, par exemple, pousse ça encore plus loin avec très peu de communication autorisée. Là, on est obligé de lire les intentions des autres. On apprend la collab par la contrainte, quoi. Intéressant. Et si on bascule sur la négociation, l'exemple type de notre article, c'est Catan, évidemment. Le fameux « deux moutons pour un bois ». Ça a l'air tout bête, mais qu'est-ce que ça nous apprend vraiment au fond? Ah, le deux moutons pour un bois. En fait, ça nous apprend à créer de la valeur, à trouver des accords gagnant-gagnant sous pression. Donc, attends, les ressources sont limitées, tout le monde en veut. Donc, il faut vite apprendre à évaluer les besoins des autres, à proposer des échanges, parfois à bluffer un peu. C'est une super école de diplomatie rapide, en fait. Et il y a d'autres jeux comme Waterfall Park, qui est de la négo pure, ou Bonanza avec ses haricots rigolos, qui creusent ça aussi. Et de la négo à la communication, voire la créativité. Il n'y a qu'un pas. Vous parliez dans l'article de Dixit comme d'un laboratoire, c'est-à-dire? Oui, un laboratoire pour la communication nuancée. Avec Dixit et ses cartes très imagées, on doit donner un indice, mais pas trop évident sinon tout le monde trouve, et pas trop obscur sinon personne ne trouve. C'est un exercice d'empathie génial. Il faut se mettre dans la tête des autres joueurs. Et Codenames, c'est différent. C'est plus sur la pensée latérale. Comment lier des mots qui n'ont a priori rien à voir avec un seul indice? C'est de la synthèse créative sous contrainte de temps. D'accord. Et l'adaptabilité, alors? C'est tellement important aujourd'hui. Comment un jeu comme Azul, avec ses tuiles, qui l'air assez abstrait, peut nous entraîner à ça? Ah, Azul, c'est un super exemple de flexibilité tactique. Les règles sont simples, mais ce que font les autres joueurs change tout le temps. On ne peut pas juste suivre son plan initial. À chaque tour, il faut réévaluer quelle est la meilleure option là, maintenant. C'est une micro-leçon d'adaptation constante. Après, des jeux plus costauds comme Terraforming Mars, Sight ou même des jeux comme Galactic Cruise, ils demandent ça sur le long terme, en intégrant les plans des autres et les imprévus. On touche aussi à l'intelligence émotionnelle, la gestion du stress. Garder son calme quand on essaye de passer des marchandises en douce dans Sheriff of Nottingham, par exemple. Exactement. Décrypter les autres, contrôler ses propres réactions, c'est ça, l'intelligence émotionnelle en action. Et pour la pression en temps réel, Captain Sonar, c'est hardcore. 2 équipes en sous-marin, communication limitée, stress, waouh. Et puis, il y a un truc fondamental, apprendre à perdre, gérer la frustration, rester beau joueur. C'est une vraie école d'humilité, de résilience. Ce qui nous amène naturellement aux enfants
un point important de notre article, qui fait écho à des analyses comme celle de The Conversation. Il y a ce paradoxe, non? On sait que les compétences humaines, les fameux 4 C, créativité, collaboration, pensée critique, communication, sont vitales face à l'IA, mais l'école a du mal à les enseigner. Et c'est là que le jeu, ce qu'on appelle parfois le play-based learning, est une ressource incroyable. C'est ce qu'on développe dans l'article. On peut travailler la collaboration avec Zombie Kids Evolution, l'observation et la critique avec Micro Macro, la créativité avec Dixit ou Rory's Story Cubes, la communication avec Concept Kids. Et nous, on insiste aussi sur un 5e C, le contrôle. Contrôle émotionnel, gérer la frustration d'un mauvais dé, attendre son tour, le jeu c'est un cadre sûr pour ça. Le retour, il vient du jeu lui-même, pas d'un jugement extérieur. Donc si on résume la conclusion de notre article, acheter des jeux, jouer, c'est un investissement en fait, sur soi, sur ses équipes. La ludothèque, c'est presque un arsenal de développement personnel et professionnel. Il faut vraiment voir le jeu pas juste comme une distraction après le boulot, mais comme un outil pour le boulot et pour la vie. Précisément, ce 2 moutons contre un bois de Catane, au fond, c'est un symbole de cette intelligence situationnelle, de cette capacité à interagir, à créer de la valeur ensemble. Et ça, on pense vraiment que ça restera profondément humain, même avec l'IA la plus avancée. Alors pour finir, la petite pensée provocatrice qu'on glisse à la fin de notre article, la prochaine fois qu'on parle de team building au bureau, plutôt que de subir un énième PowerPoint, pourquoi pas juste proposer une partie de Codenames ou de Pandémique. Poser un jeu sur la table, c'est peut-être l'acte de développement personnel ou éducatif le plus pertinent qu'on puisse faire aujourd'hui, non ?